Un grand bonjour à tous. Merci énormément d'être présents pour ce nouveau point marché avec Carmignac. Nous recevons aujourd'hui Augustin Rado, spécialiste produit donc, chez Carmignac. Bonjour Augustin. Bonjour Imen. Alors, donc sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet, donc, dans un premier temps avec l'évocation donc, de l'évolution des principaux indicateurs économiques. Donc, qu'est-ce que ça t'inspire justement donc, les évolutions de ces derniers jours? Alors, effectivement, alors une fois n'est pas coutume, l'inflation et les banques centrales ont été un petit peu au cœur des mouvements de la semaine dernière. On a eu deux gros événements. On a eu la réunion de la Banque centrale européenne jeudi et vendredi, on a eu des publications d'inflation aux États-Unis. Ces deux événements sont venus clairement bouleverser les marchés. Donc, on a une semaine, là, comme on le voit sur le tableau de droite, extrêmement volatile, à l'image un petit peu de ce qu'on a eu depuis le début de l'année. Alors, si on regarde ce qui s'est passé jeudi donc avec la Banque centrale européenne, les marchés s'attendaient à ce qu'il y ait un petit peu plus alors pas une hausse de taux jeudi, mais à ce qu'il y ait un peu plus d'informations sur la normalisation monétaire qu'on attend de ce côté-là de l'Atlantique. Et alors, on a eu une information sur la première hausse de taux en juillet, donc une première hausse de taux d'un quart de point. En revanche, ce à quoi ne s'attendaient pas les marchés, c'est un langage de Christine Lagarde qui clairement confirme que si l'inflation reste élevée comme elle l'est, eh bien, elle n'hésitera pas à augmenter ses taux de manière plus agressive, comme on le voit un petit peu aux États-Unis, et lors de la prochaine réunion en septembre. Et c'est ça qui a entraîné bien à la fois une hausse sur les taux et une baisse des marchés actions en Europe. Alors aux États-Unis, c'est un petit peu différent parce que les marchés ont déjà intégré que la Banque centrale américaine, donc la Réserve fédérale, elle s'attaquera à l'inflation quoi qu'il en coûte, peu importe les effets sur les marchés. Donc elle sait que la Réserve fédérale est prête à normaliser et est déjà en train de normaliser de manière très agressive sa politique monétaire. Mais alors la nouvelle, ça a été ce chiffre d'inflation de 8,6%. Pourquoi ça a surpris les marchés? Parce que on s'attendait, on pensait, enfin les marchés avaient intégré l'idée qu'on avait peut-être atteint un point haut aux deux dernières publications, parce qu'on avait vu une dernière publication plus basse que la précédente. Donc les marchés ont été surpris par une inflation qui continue de surprendre à un plus haut historique. Et donc on a des marchés qui désormais intègrent davantage de resserrement monétaire, hein, du moins un resserrement monétaire plus rapide, plus agressif. On aura la confirmation ce soir lors de la réunion de la Réserve fédérale de la décision qu'ils vont prendre sur la remontée des taux. Les marchés aujourd'hui intègrent, price, alors on dit à peu près 75 points de base de hausse de taux ce soir. On verra s'ils ont raison. Pour 75 points de base, ce serait du jamais vu. Et donc, ça illustrerait bien cette agressivité dans le resserrement monétaire. Donc là encore, on a eu une remontée des taux, comme en Europe, aux États-Unis. Cette remontée de taux, elle affecte en général les actifs risqués. Donc, on a eu à la fois une baisse des indices boursiers, mais également un écartement des marges de crédit, illustré ici sur l'indice de crédit en baisse. Donc le crédit et les actions qui ont souffert de cette dynamique sur l'inflation et les banques centrales, et exacerbé également. Alors, aux États-Unis, on a également eu un chiffre sur le sentiment du consommateur, Michigan, qui a atteint aussi un plus bas historique, donc qui illustre bien l'inquiétude qu'il peut y avoir en ce moment chez le consommateur américain vis-à-vis de l'inflation. Quand on regarde ce qui se passe, alors le point positif sur la semaine, c'est la performance de la Chine, en hausse de 6%, donc belle hausse. Il y a plusieurs éléments qui ont pu favoriser la performance du marché chinois. La première, même si on est encore dans le milieu de la crise sanitaire, même s'il y a quelques reconfinements dans certaines villes, on voit quand même la lumière au bout du tunnel. On a quelques membres du gouvernement qui commencent à
à se plaindre un petit peu de ce confinement qui cherche à sortir de cette politique de confinement forcé. Les perspectives d'une relance, toujours, puisque vous le savez, la Chine, à l'inverse des États-Unis et de l'Europe, avait été très restrictive quand ces pays-là avaient été très accommodants. Donc, les perspectives d'une relance pour la Chine et quand cette crise sanitaire sera passée. Et enfin, ce qui a pu motiver encore davantage les marchés de manière positive cette semaine, c'est les rumeurs. Alors, à la fois un article et des rumeurs sur voilà, potentiellement le gouvernement chinois qui pourrait lever le pied sur la réglementation, notamment du secteur technologique. On a, je ne sais pas si vous vous souvenez de Didi, donc c'est le Uber chinois qui avait été délisté des App Store en Chine, qui est voilà, a priori qui va revenir dans les App Store. Là, il y avait une enquête qui avait lieu enfin, ces derniers mois sur l'entreprise, donc qui va revenir sur les App Store. Et puis on a eu également Ant Financial, qui est un géant de la finance créé par le milliardaire chinois Jack Ma, qui 2 jours avant son entrée en bourse avait vu voilà cette entrée annulée. Donc il y a des rumeurs également que bien cela pourrait changer. Donc on a pas mal de choses qui viennent alimenter la possibilité de la fin d'une dynamique réglementaire assez restrictive en Chine. Donc ce qui explique la performance assez positive, assez intéressante du marché chinois sur la semaine. Alors justement, la Chine, donc on va en reparler tout à l'heure, Augustin. Pour le coup, donc passons au point macroéconomique et celui-ci concerne la zone euro. Le resserrement monétaire donc augmente les risques de fragmentation en zone euro. Je te laisse commenter ton slide. Alors, on vous parle chaque semaine de l'inflation. C'est vrai que vous en avez peut-être marre qu'on vous montre à chaque fois le chiffre de l'inflation qui fait un plus haut. L'idée, c'est de regarder ce qui nous paraît intéressant et important de mentionner. C'est un nouveau risque qui inquiète les marchés, une nouvelle fragilité qui inquiète les marchés. Pourquoi? Parce que donc on a donc cette inflation évidemment en zone euro qui continue d'être importante et la BCE qui est dans une situation très compliquée parce qu'elle doit à la fois essayer de contrôler cette inflation, mais elle doit également faire attention aux effets que cela pourrait avoir sur le niveau d'emprunt des pays, en l'occurrence des pays souverains. Pourquoi? On sait que ces pays ont pu emprunter, comme l'Italie, l'Espagne, ont pu emprunter à des taux assez avantageux pendant ces dernières années grâce aux politiques accommodantes justement de la Banque centrale européenne. Et maintenant que la Banque centrale européenne est en train de resserrer sa politique, eh bien on voit les marchés qui se posent la question de comment ces pays vont pouvoir gérer ces emprunts avec des niveaux plus élevés avec des niveaux d'emprunt plus élevés. Et c'est effectivement un problème parce que le niveau de dette de ces pays-là est 2 à 3 fois supérieur à ce qu'il était avant 2008. Et donc, il y a une vraie question sur la solvabilité de ces pays-là qui rappelle un petit peu ce qui a pu se passer en 2011. Alors, on n'y est pas encore, on n'est pas encore à ces niveaux-là, mais les marchés s'inquiètent de plus en plus de la situation de ces pays. Alors, il y a quelques points positifs parce que c'est sûr qu'il y a plus d'intégration aujourd'hui en Europe qu'il y en avait avant, notamment avec ce qui s'est passé pendant la pandémie et les sanctions qui ont été prises donc à l'encontre de la Russie. On voit qu'il y a une vraie intégration. Il y a un président mine de rien français pro-européen qui a été élu. Mais ce qui inquiète les marchés, et d'ailleurs il y a une réunion ce matin exceptionnelle de la Banque centrale européenne à ce sujet-là, ce qui inquiète les marchés, c'est que Christine Lagarde a bien dit, bah voilà, on va remonter les taux, on va s'attaquer à l'inflation. En revanche, vous inquiétez pas, on a quelque chose pour contrôler le taux d'emprunt, les niveaux d'emprunt de ces pays comme l'Italie ou l'Espagne. Mais les marchés ne savent toujours pas quel outil pourra être utilisé. Donc, ils s'inquiètent un peu, ils se demandent si c'est pas un bluff de la part de la Banque centrale européenne. Donc, on attend un petit peu, les marchés attendent d'avoir un peu plus d'informations à cet égard. Mais en tout cas, c'est bien une fragilité qui est de plus en plus regardée par les intervenants de marché. En lien Et, donc oui, avec la dimension macroéconomique, on va parler dans la dimension pédagogique justement de la devise et plus particulièrement des moteurs de performance pour une devise avec une illustration avec le dollar en fait. oui, exactement. En fait,
L'idée, c'était de rester, bon, on parle clairement, c'est l'année des banques centrales. Euh, les actions des banques centrales, c'est toujours important, mais cette année, on ne parle que de ça. Et à juste titre, c'est ce qui clairement fait bouger les marchés aujourd'hui. Donc là, pourquoi on prend la devise? Parce qu'évidemment, la devise, elle réagit en premier lieu à ce qui peut se passer sur les marchés. Elle intègre toutes ces informations-là. Alors là, on a pris comme paire de devises le dollar face au yen. On aurait pu prendre l'euro. Mais pourquoi? Ce qui est intéressant, c'est que le dollar, il est à un niveau, il est à un plus fort historique. Et à l'inverse, le yen, qui est d'habitude une valeur refuge pour les marchés, est à un plus bas historique. Si je vous l'avais mis face à l'euro, ça aurait été la même chose. Alors, on peut se poser la question, qu'est-ce qui influence les devises? Et il me semblait intéressant de regarder, bah, en l'occurrence, si on prend donc cette paire de devises qui est le dollar yen, de regarder un petit peu les différences de fondamentaux entre ces deux pays, puisque c'est ça, in fine, qui va influencer la devise. Donc, si on prend la croissance, elle est quand même plus résiliente aux États-Unis qu'elle l'est au Japon. L'inflation, elle est évidemment plus élevée aux États-Unis. Elle est autour de, donc, on l'a vu, de un peu moins de 9% aux États-Unis et un peu moins de 3% au Japon, donc une inflation beaucoup plus élevée. Et en quoi ça a une conséquence? Eh bien, la Banque centrale américaine, donc comme on l'a vu, est beaucoup plus agressive dans sa remontée des taux, dans sa normalisation monétaire, alors que Kuroda, donc le président de la Banque centrale japonaise, lui, malgré cette inflation au Japon, même si elle est faible, eh bien, a pris la décision de rester accommodant, en tout cas il l'est encore, pour essayer de soutenir un petit peu la croissance japonaise. Et donc, on a des taux japonais qui restent relativement faibles. On a, il me semble, un niveau de taux, donc si on prend le 10 ans américain, autour de 3, 3,5%, alors qu'au Japon, il est autour de 0,3%. Donc, on a une vraie différence de taux. Et ce qui est intéressant, on vous a mis ici l'évolution de la devise, donc le dollar yen. Et si on regarde la différence, l'évolution de la différence de taux entre le taux américain à 10 ans et le taux japonais 10 ans, eh bien on voit qu'il y a une corrélation presque parfaite entre ces deux, ces deux compléments. Et donc on comprend que c'est bien cette différence, ce différentiel de taux et ce différentiel de croissance qui influence les mouvements de devises. Et voilà, il me paraissait intéressant de le mentionner parce que tout le monde s'interroge sur cette faiblesse du yen et sur cette force du dollar. Eh bien, l'explication, elle est là, elle est sur cette différence de taux et de croissance. Donc, les fondamentaux l'expliquent et la tendance a vocation à persister. Du coup, point microéconomique à présent concernant justement donc, la Chine. Donc, tu l'as mentionné tout à l'heure, donc une hausse assez remarquable en fait des actions chinoises la semaine passée. Donc là, l'idée, c'est de faire un focus sur justement l'éveil de la Chine. Oui, alors il y a pas mal de choses effectivement qui sont en train de peut-être changer la donne pour les indices boursiers chinois. En tout cas, c'est ce que nous pensons. Il y a d'une part un côté valorisation, hein, les marchés chinois, et il me semble que James Ray, donc notre experte émergent, l'avait mentionné dans une précédente présentation. Les marchés chinois sont aujourd'hui très peu chers quand on regarde le niveau de valorisation par rapport aux valorisations historiques, c'est le graphe de gauche. On est à des niveaux de valorisation qui sont similaires à des années assez lointaines où la croissance du pays ou la croissance moyenne des entreprises était quand même beaucoup plus faible. Donc, on est en mesure de se demander si il n'y a peut-être pas une opportunité à ce niveau-là. On l'a vu, il y a un assouplissement ou peut-être la fin de restrictions sur certains secteurs comme les technologies. Et puis on le sait également, le gouvernement chinois a de quoi relancer l'économie comme il l'a fait lors de précédentes années, et puisqu'il a été donc restrictif pendant la pandémie et là où tout le monde était accommodant, il a de quoi relancer l'économie. Il le fera vraisemblablement quand la crise sanitaire se calmera dans le pays. Et comme on le disait, on est un petit peu, on voit la lumière au bout du tunnel de cette crise sanitaire, eh bien, on est en mesure de penser, en tout cas, les marchés commencent à intégrer le fait que on est peut-être arrivé à un moment assez intéressant sur le marché chinois. Et c'est ce qu'on vous a mis sur le graphe de droite, donc l'évolution de plusieurs indices chinois, et on voit bien ce rebond des derniers jours qui laisse à penser que peut-être on est arrivé
à un moment assez intéressant pour, Aussi euh, intéressant. pour le marché action chinois. Ok, c'est entendu. Donc, marché action chinois. À présent, donc, le message de la semaine concerne la zone euro. Donc, du coup, on alterne aujourd'hui entre la Chine et la zone euro. Une réponse unique à 27 trajectoires économiques différentes. C'est ce que tu disais tout à l'heure. Hein. C'est en fait le problème, par exemple, de la politique monétaire aujourd'hui de la BCE, qui doit s'intéresser justement à une hétérogénéité justement de situation. Exactement, et c'est le risque que les marchés vont observer, donc la fragilité dont on parlait, et pour un petit peu résumer la problématique actuelle, en tout cas macroéconomique dans la région. Donc, comment gérer 27 pays aux fondamentaux différents tout en contrôlant l'inflation, ça va être le gros sujet, et peut-être qu'on en saura plus justement après cette réunion exceptionnelle de la Banque centrale européenne ce matin. Ok, Donc voilà, la suite au prochain numéro. au prochain numéro. Enfin, on termine avec donc les idées d'allocation. Et toujours, ben, cette fois-ci, encore une fois, sur la Chine, notamment sur les émergents, mais sur la Chine en particulier. Du coup, une embellie qui, a priori, pourrait justement donc, persister et donc pourrait C'est vrai que du coup, on est. créer des points d'opportunité ouais, intéressants. Oui, dis-moi. Non, excuse-moi, je savais couper, c'est pour ça. Effectivement, ça nous paraît intéressant dans ce contexte-là. Alors pour les personnes qui elles aussi seraient convaincues que on est peut-être dans une période charnière pour les marchés actions chinois, il y a un moyen de le jouer via un des fonds Carmignac qui est disponible chez vous, donc dans Carmignac émergent. Il y a une part assez importante de l'allocation qui est chinoise, à peu près 40%, comme on le voit sur ce graphique, donc supérieure à son indice de référence. Et j'aimerais donc notre expert émergent, on avait probablement parlé les dernières fois, mais une exposition qui est à la fois ciblée donc sur des thématiques de long terme, mais aussi voilà qui va chercher à regarder les valorisations. On a aujourd'hui on investit sur des titres qui sont à la fois résilients dans des périodes de croissance un peu plus faibles, mais également investi sur des titres qui bénéficient d'une décote assez importante. Et voilà, on pense que cette double exposition chinoise elle peut être intéressante dans ce contexte-là. D'accord. Donc, avec 4 thèmes d'investissement clés, a priori, donc l'innovation, la révolution verte, la consommation et la santé. Exactement. D'accord, c'est entendu. Entendu, Augustin. Donc, effectivement, c'est ce que tu disais, c'est un fonds qui, pour le coup, est accessible à la fois sur notre plateforme transactionnelle en bourse, mais également dans notre offre assurance vie. Vous avez la possibilité également, justement, donc, de vous positionner sur cette unité de compte dans notre offre assurance vie. Donc, pour le coup, à présent, passons donc aux questions qui sont nombreuses et je vous en remercie. Je vous remercie d'être là et justement donc de vous intéresser à ce point marché. Du coup, la première question est de Jérôme. Les brokers donnent une cible, mais sans fixer la date à laquelle leur cible sera atteinte. Donc, sur quelle durée interpréter leur extrapolation et également, donc une deuxième question donc, de Jérôme, peut-on se fier à une augmentation des bénéfices nets par action dans le contexte actuel? Ok. Alors, typiquement, nous, ce qui est illustré également dans Carmignac Portfolio Patrimoine Europe, que vous connaissez, qui gère activement l'exposition action, on est encore à des niveaux assez faibles d'exposition à action, justement parce que on considère que le marché action de pays développés est aujourd'hui encore assez cher. Ce qu'on attend vraiment aujourd'hui, c'est l'intégration complète des marchés de cette normalisation monétaire et de la vitesse de cette normalisation monétaire. Donc, on s'attend encore à ce que les niveaux de PE se réduisent sur ces marchés-là. Et on attend aussi un vrai phénomène de capitulation sur les marchés. Aujourd'hui, alors, la semaine dernière, on a eu une baisse assez importante, on l'a encore cette semaine, mais on n'a pas encore eu cette vraie capitulation. Et un autre moyen de le regarder qui est intéressant, c'est justement le marché un peu plus retail. Alors désolé pour l'anglicisme, mais ce qu'on a constaté, c'est que pas mal de gens soutiennent le marché, ont beaucoup investi sur les marchés en 2021, donc des non professionnels. Et ces gens-là continuent eh bien d'acheter à la baisse.
ça vient continuer de soutenir les marchés. On attend une capitulation de la part de ces segments-là de marché. On voit vraiment que les investisseurs professionnels, eux, sont très réduits, très peu exposés, mais on a encore un client donc non professionnel, un investisseur non professionnel qui est très investi. Et on attend également une capitulation de sa part. Un des éléments qu'on suivait et qu'on suit, c'est notamment les cryptos. On voit que le Bitcoin aujourd'hui, la semaine dernière, a énormément baissé. C'est les premiers signes que justement le non professionnel est peut-être en train de revoir également à la baisse son allocation. Voilà, mais on attend encore cette vraie capitulation des marchés et cette baisse des valorisations moyennes pour se dire qu'on aura atteint un point bas. Et voilà, et sur la deuxième question qui était sur la deuxième Ouais, en fait, question. sur la hausse des bénéfices, compte tenu des incertitudes que l'on a, compte tenu également justement donc là du positionnement des banques centrales, est-ce que vraiment on peut avoir une visibilité sur justement les bénéfices nets par action à date et parler éventuellement d'une éventuelle hausse? Alors nous, on s'attend clairement à une récession des profits des entreprises. Aujourd'hui, c'est d'ailleurs aussi indépendant de la réponse de la première question, c'est-à-dire que les marchés sont très attentifs à l'inflation et aux baisses des valorisations. Si on prend, si on décortique un petit peu donc le ratio cours sur bénéfice, donc qui sert à valoriser les marchés. Donc ce ratio-là, il baisse quand les taux montent. Mais en revanche, ce qu'il n'a pas encore pris en compte, puisque les bénéfices étaient assez importants, ils ont même été en hausse depuis le début de l'année, ce qu'ils n'ont pas encore pris en compte, c'est cette future baisse. Et c'est ce qui nous conduit également à penser que quand ces revenus vont baisser, puisqu'ils vont baisser avec, voilà, il y a toujours un petit peu de retard sur la publication de l'impact de ces hausses de coûts sur les profits, eh bien, dans ce ratio cours sur bénéfice, quand les profits, quand les bénéfices vont baisser, eh bien, on aura davantage de baisse des marchés puisqu'il y aura davantage de baisse de la valorisation de ces indices. Donc, D'accord. Ok. donc voilà. Alors, Augustin, il y a quatre autres questions que j'aimerais te poser. Du coup, donc, je te les pose, tu nous dis hein, si tu te sens à l'aise éventuellement avec ces questions. Et voilà. Et l'idée, c'est d'avoir une réponse relativement synthétique. Donc, une question d'Olivier qui nous dit, est-ce que éventuellement vous avez un point de vue sur le cours d'Air France KLM, sur la valorisation du coup aujourd'hui de Air France? Est-ce que tu as Alors, il me une... semble que Air France, il me semble qu'ils ont fait ils ont fait une dilution récemment pour justement pouvoir rembourser a priori les prêts qui avaient été mis en place pendant la pandémie. Donc cette dilution va permettre notamment de rembourser ces prêts-là. Aujourd'hui, euh, le cours reste assez. Il me semble qu'il a un plus bas historique. Il a dû atteindre un plus bas historique aujourd'hui. Donc nous, c'est pas un segment sur lequel on a investi. On a tendance, on a été investi sur certains titres liés à la réouverture parce qu'on voyait justement une reprise de la consommation dans les services et dans le voyage. Mais on préférait des titres comme Ryanair puisque sur d'autres fonds, alors pas sur les fonds disponibles chez vous, parce que voilà, c'était des entreprises qui elles étaient moins endettées, possédaient tous leurs avions et donc étaient en mesure de tenir sans s'endetter pendant la crise. C'est vrai que la situation d'Air France aujourd'hui, elle est un petit peu compliquée au regard justement de l'endettement auquel elle fait face. Donc, on n'est Entendu. pas exposé à ces titres-là et une situation quand même compliquée. Je veux pas m'engager trop sur la valorisation, mais on est un plus bas historique. Ok. Voilà. Alors, Augustin, deux questions sur la Chine et une sur l'inflation. Donc, de Vincent dans un premier temps. Donc, si la Chine redémarre, est-ce que le fonds Carmina Patrimoine Europe peut en profiter pour ces titres en portefeuille? Et dans la même foulée, justement, Denis nous pose la question, est-ce que le marché chinois peut influencer le marché européen? Et notamment, est-ce qu'il y a une inflation et aujourd'hui également en Chine? Est-ce qu'il y a une inflation en Chine? Alors d'abord, est-ce que justement en fait le marché, notamment la remontée des marchés actions, peut profiter en fait au marché européen? Voilà. Et Alors, et c'est sûr que
nous, notre scénario initial, alors il y a de ça 6-8 mois, c'était que la baisse de la croissance américaine et européenne, elle serait un petit peu rattrapée justement par le relais de croissance chinois, notamment via ces relances. Alors c'est sûr que si la Chine repart dans une relance, ça viendra un petit peu soutenir cette croissance mondiale. Ce sera par un ricochet bénéfique pour ces régions. Euh, Petit bémol que j'ai évoqué là-dessus, c'est que on voit de plus en plus, et c'est d'ailleurs quelque chose qu'on joue dans certains fonds, on voit de plus en plus un phénomène de reshoring ou de onshoring, c'est-à-dire aux États-Unis ou en Europe, des régions qui cherchent à être plus indépendants de la production chinoise. Euh, et donc, par exemple, aux États-Unis, on a de plus en plus d'intérêt vers le Mexique qui va chercher à remplacer un petit peu la production chinoise. On a en Europe pas mal de pays d'Europe de l'Est qui s'industrialisent justement pour répondre également à cette demande. Donc, euh, petit bémol sur la relation directe entre ces régions-là, mais en revanche, au niveau de la croissance, ce sera assez, ça pourrait voilà, soutenir la croissance mondiale. Donc, ce sera intéressant. Pour ce qui est de l'inflation en Chine, euh, là où la raison pour laquelle la Chine a une inflation plus faible que le reste du monde, c'est que la Chine, le gouvernement chinois a toujours cherché à relancer plutôt par l'offre que par la demande. Donc on n'a pas eu de soutien du tout pendant la pandémie pour le consommateur. Et du coup, on a une demande qui est très faible en Chine aujourd'hui. Et cette faible demande, elle fait que l'inflation, elle n'est pas là. Et c'est la grande différence avec les États-Unis où la demande est encore très forte. C'est d'ailleurs le problème de la Réserve fédérale. Et c'est pour ça qu'on a une inflation beaucoup plus élevée aux États-Unis, associée aux croissances des salaires, qu'en Chine. Donc la politique monétaire en Chine pourrait éventuellement demeurer accommodante, en tout cas plus accommodante que justement donc en Occident. Toujours sur Alors oui, l'inflation, oui, il est voué avec plus de communes. Pardon. oui, pardonne-moi. Donc du coup, ma dernière question sur l'inflation cette fois-ci, plutôt en Europe, c'est une question de Saïd qui nous dit, mais finalement donc l'équipe Carmignac prévoit un pic de l'inflation à quel niveau? Alors nous, on cherche certainement pas à prédire. On ne peut pas. On a tendance à le dire assez souvent sur ce webinaire, mais on n'a pas de boule de cristal, donc on n'a pas un niveau attendu. Nous, on regarde ce que nous disent les marchés, ce qu'ils sont en mesure d'interpréter et les idées d'allocation que ça peut nous donner, mais Dans on votre cherche pas à scénario avoir un central, niveau, on aujourd'hui, cherche pas à prédire le haut de l'inflation. d'accord, donc aujourd'hui, dans votre scénario central, vous composez pas justement donc avec un certain niveau anticipé de l'inflation aujourd'hui? Alors, on compose pas avec un niveau précis. En revanche, je peux vous dire que ce qui nous inquiète au niveau de l'inflation, au-delà de la hausse des coûts des matières premières qui est là, la hausse de l'alimentaire également, mais ce qui va poser problème, c'est la pression des syndicats et de certaines entreprises sur la hausse des salaires et en quoi, eh bien, cette pression sur les salaires va être en mesure d'alimenter davantage l'inflation. Et ça, c'est un risque qu'on regarde très attentivement parce que c'est possible que ça vienne justement alimenter cette inflation davantage en Europe. D'accord, entendu, entendu Augustin. Bon, écoute, on va terminer justement avec cette question pour aujourd'hui. Merci énormément pour ton éclairage, pour tes éléments de réponse, pour tes explications. Et merci à vous, chers clients, justement, pour votre fidélité. Merci beaucoup. Nous vous retrouvons donc même jour, même heure la semaine prochaine. Je vous souhaite en attendant une très bonne fin de semaine. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir, Augustin.